Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu, l'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine, plein de choses spéciales pour cette semaine qui sont arrivées. Et notamment une chose qui est ultra importante, c'est que c'est le 100e épisode de ce projet filmographique, anthropologique, documentaire. La France, le Maroc, un jeune homme qui essaie de s'en sortir. Ce soir, sur Enquête exclusive. Non, plus sérieusement, ouais, ça fait 100 épisodes. Et je pense que c'est un petit peu le moment aussi de prendre un peu de temps, d'un peu plus se poser, de discuter ensemble et voir ce qu'on a pu en tirer. Ça va faire à peu près 2 ans que j'ai lancé tout ça. Et suite à ma traversée du Maroc, je me suis installé ici, etc. Donc il y a une première phase sur 2023 où j'ai vraiment tout le long de ces 2 ans à peu près, de ces 100 épisodes, je pense que vous avez vu, j'ai pas mal changé de choses, de manière de faire, etc. Quand je suis remonté récemment là, dans les choses que je devais faire, que je pensais faire précédemment, il y a plein de choses qui ont échoué, d'autres qui ont réussi et tout. Je pense que c'est le moment de se poser, de faire le bilan. Là, je vais partir en vacances demain avec ma belle famille. Ça aussi, c'est une des choses qui est arrivée récemment dans ma vie pendant ces 100 épisodes.
Et je pense que ça peut être bien de reprendre un peu le fil de tout ça et voir un peu ce qui s'est passé. Donc je poste ma première vidéo le 1er septembre 2023 où je vous annonce, du coup, je raconte un peu mon histoire dans la vidéo qui est en description à chaque fois, si vous voulez, elle est chaque fois en description de cette vidéo. C'est la première vidéo de ma chaîne. Et depuis, voilà, j'essaie de m'en sortir tout simplement dans la vie, sur 3 pans bien spécifiques, qui sont la spiritualité de manière générale, mon corps, ma santé, et le dernier point financièrement, donc tout ce qui est lié à la dunya, le matériel, on va dire. Et ça a plutôt bien marché. Les 6 premiers mois, c'était vraiment formation et aussi le fait de m'extraire de l'ancienne vie dans laquelle j'étais, très dépressif, etc. Donc quitter le salariat une bonne fois pour toutes. Aussi aller voir ma future femme, ce qui va devenir ma future femme à Casablanca. J'étais à Casablanca à ce moment-là et je suis parti, du coup, je faisais les allers-retours entre Casablanca et Tanger, parce qu'elle est tangéroise. Enfin, elle habite à Tanger, mais elle est de Casa à la base. Et voilà, je suis arrivé du coup à Tanger, je me suis installé. Donc, tout ça, c'était toute la partie, les derniers mois de 2023. Et ça a été, franchement, je vais être honnête, assez intense. C'est quelque chose que je ne regrette pas du tout d'avoir fait, de m'installer ici à Tanger. La preuve, j'y suis encore. Même si, bon, voilà, il y a peut-être des projets de déplacement, on verra pour le moment, c'est rien de bien sûr. Et donc voilà, j'arrive à Tanger en fin 2023. Et c'est là que je commence vraiment l'activité de mon entreprise, où clairement, j'offre mes services gratuitement pendant, je crois, un mois et demi, 2 mois. Et c'est là que je touche mon premier cachet, où une personne, gracieusement, après l'aide que je lui ai apportée, me donne 1 000 euros. Et ça débloque vraiment quelque chose chez moi, parce que c'est la première fois que je reçois un virement sur mon compte professionnel lié à mon activité de freelance. Et ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, je ne pensais pas que c'était possible et ça l'est devenu. Et après, à partir de là, ça a lancé toute une péripétie. Je suis passé par plein de phases d'un point de vue business. C'est là que ça a été le plus important. Je me suis rendu compte que quand j'étais très concentré sur le business, la salle, aller au sport, bien manger, etc., ça sautait en général. Et la spiritualité tenait. Et quand je m'intéressais à énormément de business et à aller à la salle, à ce moment-là, la spiritualité sautait. Donc j'avais toujours ce truc-là, ce triangle un peu compliqué à tenir, qui était vraiment compliqué pour moi. Et très rapidement, je me suis trouvé là dans une situation où je prenais du poids, des fois je faisais mon argent, etc. C'était un peu en yo-yo, et ça l'est toujours encore aujourd'hui, mais c'est normal, je veux dire, ça fait partie du business. Et ça a été comme ça sur 2024, où j'ai fait mes premières ventes, j'ai aussi embauché les premières personnes. Mon but, c'était vraiment au tout début d'embaucher des personnes pour faire le travail à ma place. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'embaucher, c'était un métier à part entière, c'était très compliqué. C'est même la chose la plus compliquée dans un business quand tu essaies de le faire grossir. Et j'arrive en fin 2024 avec un constat assez simple. Premièrement, je ne vends pas assez cher, ce qui ne me permet pas de payer les gens convenablement. Donc ils ne travaillent pas si bien que ça. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les gens ne sont pas compétents. Même si je sais que je pourrais plus les payer 3 000, 4 000 euros, 7 millions d'euros par mois, ils n'auraient pas posté aussi bien. Donc il y a aussi une qualité dans le fait de la qualité des personnes que je suis allé rechercher. Et 3, finalement, en vrai, j'ai fait tout ça pour éviter de faire le travail que j'étais censé faire, c'est-à-dire prendre le téléphone et appeler, parce que je vends des prestations de call calling, prestations de téléphone, j'appelle des gens, j'appelle pour des business, pour leur trouver des rendez-vous qualifiés avec des prospects intéressés. Donc j'arrive en début 2025 avec mon ancienne offre qui est éclatée au sol, clairement éclatée au sol, ce qui ne me permettait pas de payer les gens assez bien, etc. Donc je vendais des packs de rendez-vous, tu prenais 10 rendez-vous chez moi dans un pack, et j'essayais de te les ramener le plus vite possible. Et je me retrouvais avec des clients ultra chiants, bref, toute une péripétie. Ça a duré plus de 6 mois de sortir de ce marasme où je travaillais littéralement avec le recul. Je disais que c'était compliqué de prendre des rendez-vous, mais en fait c'était compliqué pas pour les raisons qu'on pense, c'est-à-dire de prendre le téléphone et appeler. C'était compliqué avec moi-même parce que je voulais pas prendre ce téléphone et j'avais du mal encore à me dire il faut que tu prennes le téléphone et tu appelles. Et j'y arrive, je finis enfin de sortir de ça, et c'est à ce moment-là aussi que je rentre dans un collectif de freelance, donc vers la fin des packs que je devais desservir. C'est là où vraiment je rentre dans un collectif de freelance, où là je me retrouve à voir un mec surtout avec qui est le dirigeant de ce truc, qui vend devant moi littéralement 5 jours de prestations, parce que pour moi j'avais plein de personnes qui facturaient leur temps en TGM, on appelle ça le TGM, donc c'est les taux journaliers mensuels, je crois, c'est ça, taux journalier moyen ça s'appelle, où en gros tu dis moi tu vas me payer 450 euros au jour pour que je puisse appeler une journée pour toi. Et moi, c'est ce que je facturais pour 2 rendez-vous qualifiés. Et 2 rendez-vous qualifiés, c'était pour moi, à l'époque, avec les peu de moyens que j'avais,
entre 1 et 2 jours de travail. Et donc pour moi, c'était totalement impossible dans ma tête parce que je trouvais que ces mecs-là beaucoup plus forts que moi. Et en fait, en arrivant dans le collectif, je trouvais que les call-callers étaient plutôt bons, mais pas, c'était pas les meilleurs call-callers que j'ai vus de ma vie. Et les gars facturaient 450 euros au jour. Et j'ai vrillé et un nouveau client est arrivé par chance en entrant. Et je lui dis, ouais, c'est 300 euros au jour si tu veux bosser avec moi. Et tu me prends 10 jours. Et le gars a payé. Et c'est vraiment là, en mai, je crois que c'était en mai. Ouais, c'était en mai que là, ça a eu un déclic. Je dis, je peux plus revenir en arrière. Maintenant, mes grosses couilles si je facture au rendez-vous qualifié. Et c'est là que j'arrive. Du coup, on est après là. Il me reste encore un pack avec 8 rendez-vous à terminer. Mais c'est avec un client ultra sympa qui. Enfin, il y a une chance sur soi. Enfin, il y a très très peu de chances qu'il accepte pas les rendez-vous que je lui envoie. Et je fais tout ça. Donc, vous pouvez voir, je bosse pas des masses. Hein. Ça aussi. Une grosse chose qui est là-dedans par rapport à ce que j'envoyais en termes de volume au début de mon activité, c'est vrai que je travaille beaucoup moins et pour la simple et bonne raison que je sais pas, je suis un peu un flemmard, je vais être honnête avec vous, mais là on arrive du coup en août, on a la dernière semaine d'août, la première semaine d'août pardon, et on a la dernière semaine de juillet. Toute cette semaine j'ai été malade et la semaine d'avant j'ai pris mon téléphone et en faisant même pas une 150 appels faits, en appelant ma cible, donc les personnes que j'aimerais contacter et j'aimerais signer, j'ai pris plus de 10 rendez-vous. Ce qui me fait un taux de conversion à près de 6% sur le nombre de rendez-vous faits, d'appels faits, c'est absolument énorme. Et lundi, je commence, je fais même pas 40 appels, je prends 2 rendez-vous. Et je dis, ma journée est terminée parce que je dois prendre après 2 rendez-vous par jour pour faire 10 rendez-vous par semaine. Et je fais faire un tour avec ma femme, on profite, c'est l'été, un moment. C'est pas le moment aussi que je vais signer des clients, donc c'est un peu plus calme, normal. Et en rentrant, je sens des frissons, etc. Vraiment, je sens des frissons et je me dis, putain, merde. Là, je commence à être malade, c'est pas bien. Il faut savoir que moi, je tombe très peu malade, mais la seule maladie qui me démonte la tête, mais qui vraiment me détruit le corps au plus haut point, c'est les angines. Et là, je sens que c'est les symptômes d'une angine, parce que j'ai pas de symptômes de maladie la plupart du temps. J'ai vite fait un rhume en hiver, mais genre voilà, ça dure 2 jours, et enfin, je peux aller au sport, ça me dérange pas du tout, quoi. Mais là, l'angine, je sais que c'est en général le truc qui va me mettre KO au minimum 3-4 jours. Et ça n'a pas raté. Le lendemain, je me réveille, mal de gorge monstrueux, je peux plus avaler quoi que ce soit. Faible à un point, je peux même pas imaginer. Et ça va en vrai, je peux encore me lever. C'est limite si je peux aller marcher encore une fois, etc. Mais bon, je préfère me reposer. Deuxième jour, la patate elle est passée, mais comment je te dis qu'elle est passée? C'est vraiment le chaos suprême. Je suis au sol, absolument en train de penser que je vais mourir. Vraiment, je pensais vraiment que j'allais y passer. Je faisais des mini-comas tout seul en étant allongé. J'ai pas voulu inquiéter ma femme, mais genre vraiment, je m'endormais des 30 minutes, je me réveillais. Toutes les heures, je dormais, je me réveillais. C'était vraiment n'importe quoi. Jusqu'à un moment, je lui ai dit, écoute, va chercher des médicaments, alors que je suis pas forcément pour les médicaments de manière générale. Et c'est là que vraiment, pour le coup, j'ai pris médicaments, ça allait beaucoup mieux, etc. Jeudi, forcément, ça allait un petit peu mieux aussi. Et on a fini finalement vendredi chez ma belle famille à manger le couscous, où là, ça allait un petit peu mieux. Je pouvais de nouveau avaler des aliments. Mais là, encore une fois, j'ai pas mangé tant que ça aujourd'hui. Je suis pas si faim que ça, je suis encore un peu, je pense, dedans. Mais je peux avaler normalement, mais ça a été horrible cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 100 épisodes? C'est un gars qui bosse pas des masses, je vais pas vous mentir. Quand je fais le bilan, là, je pense que je vais y penser pendant tout le mois d'août, mais vraiment, j'ai pas fait grand-chose sur ces 100 épisodes en termes de volume de travail. Il y a eu des périodes où j'ai travaillé énormément et ça a porté ses fruits. Mais c'est vrai qu'en regardant, je me suis vachement concentré sur l'input, mais pas avec les bons... Faut imaginer ça comme une usine. On est choqué du travail que font les maîtres du... Vous savez, les gens qui font des katanas, les sabres traditionnels japonais. C'est des mecs où tu les vois, ils sont là, il a travaillé plus de 1500 heures sur ce katana pour qu'il soit un machin, nanana. Mais en fait, on comprend pas pourquoi il est obligé de faire ça, en fait. Tu sais, il fait pas ça parce que c'est pour la beauté des katanas de fou furieux. Et la question, c'est... Fais un combat avec un katana fait traditionnellement et un katana acheté dans un marché chinois avec de l'acier de Norvège, etc. Je peux te jurer que le katana acheté en Chine pour 50 euros va couper en deux la lame du katana fait par du fer japonais. En fait, les gens ne comprennent pas que l'art du katana, il est né du fait que le métal japonais était de très mauvaise qualité. Et du coup, on a été obligé de faire tout ce process d'endurcissement du métal pour arriver à un niveau
qui permettait de tenir ses lames dans des combats singuliers face par exemple à une lame d'un commandant anglais qui a voulu, ou un portugais, parce qu'ils ont été envahis par le Portugal, enfin envahis c'est un grand terme, mais par un commandant portugais qui a essayé de prendre le pouvoir dans son pays. Et donc voilà, ce que j'essaie de faire comprendre par cette analogie, c'est que c'est pas que j'ai pas travaillé sur les bonnes choses, c'est que j'ai pas compris où étaient les enjeux. Je savais pas à quel jeu jouer. Et le jeu auquel je joue aujourd'hui, c'est le jeu de pouvoir augmenter un maximum mes prix. Et comment tu fais ça? C'est en ayant la main par rapport à la personne qui vient te demander. Là où avant, je me tordais la tête pour essayer de délivrer des clients qui s'en battaient un peu les couilles, ça me prenait toute la journée. Aujourd'hui, je vais splitter ma journée en deux à partir de septembre. Donc là, je rentre en vacances, donc je vous en parle déjà. Où le matin, ça va être full focus sur le fait de trouver des nouveaux clients. Et ça, c'est super simple parce que littéralement, ce que je vends comme service, c'est la capacité à trouver plus de clients. Et je le fais d'une manière, parmi le monde de la lead generation, donc on appelle ça la lead, c'est la piste en anglais, et le generation, la génération. Dans le monde de la lead generation, moi je suis dans le top S de la possibilité de ramener des rendez-vous. Comment faire? Moi je prends mon téléphone, j'appelle les gens. Et il faut savoir que la lead generation depuis des années, ça a été juste un moyen pour les gens d'éviter de faire ça. C'est-à-dire faire de l'emailing, faire des ads. Tout ça c'est un moyen pour toi d'éviter d'aller voir les personnes en face et de leur demander. Et pourquoi le cold calling c'est aussi important? C'est parce que si je fais du porte-à-porte, avec beaucoup de chance, je peux toquer à 100, 200, non même pas, allez. Avec beaucoup de chance, je peux toquer à une cinquantaine de portes par jour. Et je serais exténué sa mère, j'aurais marché toute la journée, c'est ultra dur, etc. Là, je prends mon téléphone, j'ai à peu près le même niveau de personnalisation que je peux avoir avec une personne comme si je l'appelais au porte-à-porte. Je peux me raccrocher au nez, etc. Mais je veux dire, à un moment, j'ai pas ce truc du regard qui détruit, etc. Et donc, de ce fait, je me retrouve dans une situation assez cool où mes services, c'est-à-dire parce que, imaginons, je vendrais des services, par exemple, de cybersécurité. La personne, je dois la convaincre de prendre un rendez-vous avec moi. Salut, bonjour, machin. Alors que si je l'appelle et je dis, écoute, voilà, c'est ce que mes services, c'est ce que je fais là avec toi. Là, je t'appelle, j'essaie de prendre un rendez-vous avec toi, c'est littéralement ce que je fais. Le gars, il a une preuve sociale monstrueuse de simplement ce que je propose. Et c'est pour ça que j'ai pris plus de 10 rendez-vous, même pas 150 appels la semaine dernière. Parce que littéralement, quand j'appelle la personne, je dis, écoute, ce que je suis en train de faire avec toi, je pourrais le faire pour toi. Et c'est fou parce que je me dis qu'en fait, là, en une semaine, j'ai relancé mon business. Sans oublier le pipe, donc sans oublier les clients que j'avais déjà avant, que je pourrais maintenant rappeler pour leur proposer des services, non pas pour moi, mais pour le collectif de freelance avec lesquels j'ai signé. Parce que oui, j'ai aussi compris une deuxième chose, c'est que pour augmenter tes prix, il faut te nicher. Parce que regarde, si je te dis, je te vends telle prestation, tu vas dire, ok, cool. Et si je te dis, je te vends telle prestation pour tel type de population, tel machin, pour telle problématique, dès que quand je rentre dans ce niveau de granularité et de personnalisation, la personne est beaucoup plus enclin à dire, ah putain, à déjà me donner du temps, et deuxièmement, à dire, putain, c'est fait pour moi, ce mec-là est un expert, je peux lui donner de l'argent. Et beaucoup d'argent, du coup. Et donc, du coup, deuxième point, ça a été faire plus de volume. Le premier point que je vais résumer, c'est plus tu as de leads, moins tu as de problèmes. Et ça, c'est un ami à moi qui me l'a dit, et ça a vraiment résonné dans ma tête. Et le deuxième, c'est plus tu niches, c'est un terme que tu entends dans le monde, Alex Hormozy, tout ça, il disait rich are in the niches, c'est-à-dire les riches, ils sont dans les niches. C'est fou, c'est exactement la même chose en français qu'en anglais. Et donc du coup, c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de me nicher aujourd'hui. Et je propose des services dans les boîtes qui font de l'IT, donc qui proposent des prestations de développement informatique externalisé. Et je les contacte, et ça marche trop bien. Et franchement, je suis grave confiant pour la rentrée. Mon objectif, c'est de mettre 10K de côté sur l'année 2025 pour pouvoir préparer la fin de chômage. Et je pense que je vais y arriver. En tout cas, il n'y a pas de raison. Et franchement, super content. Ça me rassure pour l'avenir. Et je me dis que sur ces 20 rendez-vous, par exemple, je vais prendre pour la rentrée, parce que là, du coup, c'est foutu pour l'objectif que je m'étais donné. Mais j'ai une semaine en fin août, où je vais pouvoir me rattraper, j'espère. Je me dis, il y en a 10 qui seront qualifiés, il y en a 10 qui vont venir, qui vont vouloir discuter avec moi. Et sur ces 10, je vais en closer 20, donc 20% de taux de close, qui a un taux de closing le plus bas possible. Genre vraiment, t'es nul, tu vois, si t'arrives pas. Là, je me dis que ça fait déjà 6 000 € par mois. 6 000 € sur le mois de septembre. Je dépense à peu près 1 500 € par mois. Déjà, tu fais le calcul. Hein. Je pense que rien qu'avec le mois de septembre, j'ai atteint mon objectif. Vous imaginez?
Bref, on est plutôt confiant pour l'avenir. Je suis vraiment super détendu. J'ai beaucoup eu de temps aussi de réfléchir sur cette semaine parce que j'avais la force de rien faire. Je regarde des séries, j'ai re-regardé Westworld, la première saison de Westworld, qui pose beaucoup de questions sur les questions de confiance, de conscience humaine, etc. Dont 3 points qui sont ultra importants pour eux. Enfin, la théorie de Arnold, qui est un personnage dans la série, je ne vais pas vous spoiler, mais je vous donne sa théorie. Mais on la comprend assez rapidement, c'est qu'en fait, la conscience humaine, elle s'est construite sur une pyramide qui est en fait une flèche qui permet d'atteindre une cible qui est à l'intérieur de nous et qui suit 3 niveaux. Le premier, c'est la mémoire. Le deuxième, c'est l'improvisation. Le troisième, c'est self-interest, c'est l'intérêt personnel. Et enfin, le quatrième, c'est la souffrance. Le fait de souffrir, c'est un peu le dernier point qui te permet de te rendre compte de 3 derniers niveaux derrière toi. Parce que quand tu souffres, tu ne comprends pas pourquoi. Donc du coup, tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive? Self-interest. Après, tu vas te dire, tu vas essayer d'agir face à ça. Donc tu vas improviser, parce que c'est pas quelque chose de commun. Et enfin, tu vas te rendre compte que peut-être ton improvisation ne marche pas ou elle a marché et tu vas soit aller chercher dans ta mémoire quelque chose qui a déjà marché, soit tu vas mettre dans ta mémoire, ok, quand j'ai fait ça, ça a marché. Ultra intéressant. Ultra intéressant. Et tout ça, ce processus-là, ça permet de créer la conscience. Je trouvais ça super intéressant parce que c'est plutôt vrai. Et je trouve que voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur qu'est-ce que je veux devenir, etc. Parce qu'il y a des personnages à l'intérieur qui m'ont fait penser à d'autres personnages. Moi, j'aime bien 4 personnages de séries fictives qui m'ont énormément marqué, énormément marqué. C'est Robert Ford dans Westworld. Ensuite, c'est Philip Price dans Mr. Robot. Elliot dans Mr. Robot aussi. Même si vers les fins de saison, je comprends, tu vois. Je comprends plus trop, je suis plus trop aligné. Mais on va dire que c'est le mec un peu... Non, on va mettre plutôt... Michael Corleone à la place. Après, il y a eu... J'ai dit Philip Price aussi, j'ai dit... Ouais, Robert. Après, il y a... Mais non, je suis un fou, moi. Pourquoi je parle pas de lui directement? Tommy Shelby. Troisième, Tommy Shelby. Et un quatrième, j'ai dit quatrième. Ouais, c'est ça, ça va être ça. Ça va être juste ça, ces 3-là. Ça va être ces 3-là. Donc Philip Price, Robert Ford et Tommy Shelby. C'est les 3 mecs qui m'ont vraiment marqué. Où genre à chaque fois, j'ai regardé plusieurs fois la série, j'ai toujours autant kiffé. Vraiment, il n'y a rien à dire, tu vois. Et c'est vrai que, bon, ça me fait poser beaucoup de questions pour l'avenir. J'ai un livre à terminer, Transurfing, que j'ai pas encore terminé, je vais le lire. Et après, je vais rentrer dans les livres pour cet été, les livres de août que je vais lire qui parlent un peu de la société, qui me permettra d'écrire sur la partie 2 de mon livre. Et ouais, franchement, je suis plutôt assez confiant pour l'avenir. Là, si je dois faire un bilan des 100 épisodes, ben, franchement, après 100 semaines de galère, alhamdoulilah, j'aurais dû faire ça 1000 fois plus tôt. Vraiment, vraiment. Parce que là, j'ai tellement appris en 10 semaines. Vraiment, on se rend pas compte, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup appris. Énormément appris en 10 semaines. Enfin, ça va faire 101 semaines parce que j'ai eu un épisode 0. Ou peut-être pas, je crois que l'épisode 0, c'est moi qui explique un peu le principe de Hurriyatoun. Et donc, du coup, voilà. Je suis vraiment confiant pour la rentrée. J'espère juste que tout ça va bien se passer pour moi et que l'avenir va s'ouvrir devant moi, mais il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. J'ai eu les. C'est vrai que quand on y pense, l'évolution, elle se passe pas de la même manière. Moi, j'ai des cycles de 6 mois où il y a un socle qui saute et je passe d'un niveau dans un nouveau truc. Et il y a à peu près, voilà, c'est ça, à peu près il y a 6 mois, je me suis rendu compte, en 6 mois, je me suis rendu compte qu'en fait, je facturais pas assez cher, que c'était dans ma tête tout ça et que je devais augmenter mes prix. Et ça me permet d'être ultra confiant en fait. Et peut-être que prochainement, je vais arriver à 10K peut-être par mois à peu près, en ayant 3-4 clients. Et je me rends compte que peut-être je travaille trop. Tu vois, on verra ce qui va arriver. Je sais pas ce qui peut arriver. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'en regardant la stratégie que j'avais en place il y a un an ou en début d'année, ou il y a quelques mois, je l'ai déjà changé. Beaucoup de choses qui changent. Et c'est pas quelque chose qui me fait peur particulièrement, les changements.
Euh, je vois juste qu'en fait, le, les, vous savez, il y a des Japonais, encore une fois, je reprends l'exemple des Japonais, mais les mecs qui peuvent diguer la cuisson du riz pour les sushis pendant genre 60 ans, tu vois. Genre, peut-être trop, 60 ans, mais t'as compris, pendant 3 ans, je crois qu'il y a un mec qui fait des sushis. Si tu veux rentrer et devenir master sushi dans un domaine, genre quand t'es apprenti, tu passes 3 ans juste à cuire du riz. Je pense que le mec en 3 ans, il a compris la cuisson du riz. Tu vois, genre, tu peux pas le prendre. Le gars, je sais pas comment t'expliquer parce que, tu sais, par exemple, tu parles à un client, ouais, mais si je te paye au TGM, machin, nana, il te dit non, mais mec, c'est bien ce que tu fais à OPAC et tout. Tu peux être déstabilisé, tu vois. Mais si pendant 3 ans, t'as facturé au TGM, quelqu'un il commence à te dire, ouais, mais gros, pourquoi tu parles, tu sais, t'as pas envie de parler avec lui, tu vois. Tu veux juste sortir du machin, tu vois. Et je vais être honnête, tu vois, genre, c'est un peu ça en fait. C'est que si t'es dans la merde financièrement, si ta famille c'est pas des gens riches, genre la dernière chose que tu dois faire c'est des études en fait. C'est perdre ton temps à pas faire d'argent en fait. Et je t'avoue, ça pose plein de questions, même sur la suite du livre, la question. Parce que mon livre en fait il va être départagé en une introduction et une conclusion, 3 parties, et après une appendice qui sera en fait finalement un autre livre, d'autres livres en fait. Et la conclusion, je l'ai déjà écrit, la conclusion du livre. Euh, non, la fin de l'introduction dit, en gros, ouais, c'est en 3 parties, et après, la conclusion, ça donnera des directives un peu plus poussées. Donc ça va vraiment être purement théorique tout du long. Sur les 3 parties, ça va être vraiment pure théorie. On va rentrer en aucun cas dans du concret. Et la conclusion va donner des pistes de choses à faire d'un point de vue concret. Et bien sûr, l'appendice, ce sera vraiment les modèles que j'aurais développés moi-même, etc. Mais le problème, c'est que ça peut pas ne pas marcher. Tu vois, par exemple, si je donne ça à mon fils, les modèles que j'ai développés, il y a moyen que lui, il va les modifier, etc. Parce que chacun est unique. Et donc, de ce fait, il ne faut pas oublier une chose qui est ultra importante, c'est que la vie, c'est la vie. Non, je rigole, j'allais partir dans un gros truc. Mais ce que je veux dire, c'est que, là, regardez, c'est pas... ça me fait poser beaucoup de questions genre sur comment la société est construite, qu'est-ce qui a été fait. Bon, on repart du même principe, il y a des corrompus, ils veulent nous baiser, etc. Ça, on va dire, c'est des choses qui sont assez simples et ça m'aide beaucoup aussi pour la partie 2 du livre où là, il y aura des constats simples. Genre, l'État ne veut pas ton bien, tu vois. Genre, l'État ne veut pas ton bien. Elle veut que tu payes tes impôts. Tu vois, ça, c'est une phrase que je mettrai dedans, tu vois, qui sera même, je pense, l'État qui sera. Qui sera parce que la première partie de la partie 2, donc le premier chapitre de la partie 2, c'est vraiment revenir. Quels ont été les modèles de société dans lesquels on a disparu, on a passé. Et chapitre 2 de la partie 2, c'est les constats. Maintenant, voilà, dans quelle société on vit. Et quels sont les constats, quelles ont été les tangentes de tous ces modèles qu'on a vécus qui restent. Donc les élites ne veulent pas ton bien, elles veulent que tu les payes, elles veulent que tu restes à leur place, etc. etc. Donc tout un tas de trucs, et ça me fait réfléchir à ça. Est-ce que la religion a sa place? Moi qui est religieux, qui suis une religion, ça met. Tu vois, là je regarde une vidéo sur l'anarchisme, ça pose des questions, tu vois. Ça pose des questions. Moi je suis très intéressé par les notions d'anarchisme, de libertarisme, ce genre de truc. Mais quand tu as, comme, pour les anarchistes, leur slogan, c'est ni Dieu ni maître. Mes frères, genre je veux bien, ni maître, je veux bien, mais ni Dieu, calmate. Hein. Moi, dans le Coran, je le lis tous les jours. Je sais ce qui se passe aux personnes qui croient qu'il n'y a pas de Dieu ou qui se moquent de Dieu. Hein. Sodome et Gomorre. Il y a qui d'autre encore Nour, les gens de Nour. Il y a Pharaon, les gens de Pharaon. Alors là, là, frère, carrément, frère Moussa, il est passé, ils ont mis une mer sur sa gueule, frère. Je sais pas pourquoi j'ai fait un accent juif. Bref, il y a même en général, de manière générale, tu regardes dans toute la pop culture, tous les gens qui sont pris pour Dieu, à un moment, ils se font soit bouffer par leur propre création, soit machin, Blade Runner, tu vois, Blade Runner le premier, hein. Le deuxième est bien, mais le premier. Westworld, frère Westworld. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, nous étions des dieux, tu vois, et on arrive à un moment où en fait c'est ta propre création qui te met une balle dans la tête, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est mort, on l'a tué, genre je sais pas quoi.
J'ai envie de te dire, frère, c'est comme disait Dieu est mort, signé Nietzsche. Nietzsche est mort, signé Dieu. Médine, même si je ne soutiens pas trop comment il est aujourd'hui, j'aime pas trop son côté un peu machin. Bon, il a dit une phrase qui est quand même vraie. Tu vois. Et donc voilà, c'est un peu les réflexions que j'ai avec lesquelles je vais partir du coup, suite à 10 semaines, et surtout que je vais partir en, en vacances. Et je vais être très honnête, je vais faire aussi le résumé maintenant de, du coup, ce livre, Transurfing tome 3, je l'ai bientôt terminé. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre? Plein de choses super intéressantes, je vais le terminer, mais je sais à peu près de quoi il va parler. Encore une fois, je suis pas du tout déçu. Moi qui avais peur que le tome 3 allait être qu'allait être un truc qui allait te pousser à vendre, c'est vrai que bon, il y a plein de choses. Je pense que l'ensemble des tomes 5, des 5 tomes, ils peuvent être résumés dans un livre de 300 pages, 500 pages, allez. On est dans le tome 3, on tombe toujours un peu en rond. Franchement, du pouvoir de l'instant présent, on pourrait rentrer les 5 tomes dedans. Clairement, il a fait ça juste pour vendre plus. On le sent bien, parce que tout le temps à la fin du livre, il y a un truc qui te renvoie à leur centre pour pouvoir faire des méditations et tout ça. Donc il faut faire aussi attention, faire la part des choses. Hein. Je suis pas du tout en mode complètement omnubilé par ces trucs-là de bouddhisme bizarre et tout. Mais il y a beaucoup de choses super intéressantes. On parle bien sûr de méditation à l'intérieur, mais des méditations transurfing qui sont plus différentes. On te fait visualiser un objectif que tu dois atteindre, en train de le faire, etc. Et je t'avoue qu'il t'a donné dans le tome 2 une manière de faire, il t'a donné dans le tome 3 une autre manière de faire. Et au lieu de te dire, bah non, c'est totalement cohérent, non, et de rentrer dans le truc, il te dit non, en fait, peut-être ça peut ne pas marcher, etc. Et donc, du coup, je pense que je vais m'acheter le tome 4, bien sûr. Je vais finir cette série. Et je vais m'acheter aussi le dernier livre qui est en fait Transurfing en 90 jours, je crois, un truc comme ça. Que je vais aussi pratiquer et je vous dirai des nouvelles. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il parle de choses qui sont plutôt vraies et je le trouve très très bien dans une logique et la suite du pouvoir de l'instant présent. Par exemple, ce livre-là et le pouvoir de l'instant présent, c'est vraiment des livres que je conseillerais aux gens, contrairement aux livres comme Brain Hacks ou Letting Go ou The Power of Subconscious que j'ai lu cette année, qui sont pas les livres les plus, tu vois, je les ai déjà oubliés. Il fallait vraiment que je réfléchisse pour me rappeler des livres. Et je vais aussi lire du coup pendant cet été. Je vais vous les montrer comme ça, au moins c'est fait. J'aime bien parler avec vous là, à long terme, réfléchir et tout. Alors c'est où? C'est là. Hop, je vous les prends. C'est des livres assez mastoc que je suis un peu gêné de lire. Je pense que je vais être gêné de lire ça en public. Parce qu'il faut savoir un truc qui est assez gênant. C'est que moi, je suis très discret. Je ne suis pas timide, mais je suis très discret. J'aime beaucoup, énormément la discrétion. Le fait de ne pas faire de bruit, de ne pas se faire remarquer, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque en moi. Et c'est pour ça que d'un point de vue politique, je sais que si je voudrais faire de la politique demain, je serais plus l'homme de l'ombre que quelqu'un qui serait sur les scènes, même si je pourrais me prêter à l'exercice de temps à autre. Et je vous avoue qu'au Maroc, avec ma dégaine, donc déjà je fais 1m82, c'est-à-dire que si vous voulez, on a Tanger en pente, et donc du coup, que tu sois en haut de la pente ou en bas, tu me vois de très loin. Les Marocains sont assez petits, enfin je veux dire, je suis un peu au-dessus de la moyenne aussi, mais ils sont assez petits aussi. Et ce qui fait que on me voit de loin. Deuxièmement, j'ai des cheveux extrêmement longs, ils m'arrivent là maintenant. Et comme la dernière fois que je suis monté dans ma ville natale en France, ma coiffeuse n'était pas dispo, j'ai fait juste la barbe chez un ami à mon frère qui m'a coupé. Et donc du coup, c'est des gens qui regardent énormément les Marocains. Ils ont pas ce côté comme nous on peut avoir en France genre dérange pas le monsieur. Comme tout le monde se parle très facilement, on est dans un pays musulman, les gens ils regardent. Et ils regardent vraiment comme si tu étais un spécimen. Alors je sais que c'est quelque chose qui est un peu chiant, les gens n'en parlent pas trop. Et je sais que la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux ne parlent pas de ça, ne parlent pas de ce problème. Parce que tout simplement, ils sont sur les réseaux sociaux, ça leur plaît que les gens le regardent. Parce que justement, il est sur les réseaux sociaux. Et moi, je t'avoue que c'est quelque chose qui me gêne énormément. C'est pour ça que j'ai un masque. Oui. Parce que j'ai pas envie d'être reconnu dans la rue. Déjà que je marche dans Tanger, on me regarde comme si j'étais un spécimen rare. Direct, on voit que je suis maigre. S'ils me regardent, j'ai des actions où genre des gens vraiment, mais je te parle de gars de 20, 25 ans, tu vois, ou que je marche comme ça, je descends, le gars il me regarde, les amis ils se tournent, je me tourne pour lui dire je t'ai vu, tu vois, et il continue à me regarder, je continue, et le gars il rigole, mais tu sens qu'il a pas de cerveau, et il rigole pas par le fait que genre je l'ai trouvé, trop de balles, genre regarde-moi ça dégaine, c'est même pas ça, parce qu'il m'en vient un peu, c'était en mode ah il a compris que je le regardais. Gêné, il part, tu vois. Que des trucs comme ça. Et
J'avoue, j'ai un peu de mal à faire certaines actions, notamment bah, lire sur la plage. Alors que c'est un truc qui se fait de ouf en France, tu vois. Euh, et donc, du coup, voilà, le premier que je vais lire, c'est Sapiens en français, que j'ai déjà lu, bien sûr. Mais je vais le lire en français pour une simple et bonne raison, que je veux être sûr de tout bien comprendre. Il y a beaucoup de choses, il emploie des termes très complexes, je trouve, dans cet ouvrage. Pas complexe, c'est un livre qui se veut vulgarisateur, mais il est quand même en anglais. Il aime bien faire le mec, quand même. Je connais bien l'anglais, tu vois. Surtout que c'est un universitaire, le mec. Et donc, du coup, je l'ai pris. Donc, vous pouvez voir la tête, la face du machin, genre, par rapport à ma tête. Hein. Voilà, c'est un livre, il va me prendre, je pense, un bon 2 semaines si je le lis tous les jours. Non, une semaine, allez. On va essayer de le lire en une semaine. Et combien de pages? Combien de pages? 500 pages. Donc, c'est un livre de 500 pages. À peu près 500 pages. Un peu moins. Et celui-là, parce qu'il faut faire aussi la part des choses. Ah, ça peut être intéressant, j'ai fait le con. J'ai pris un livre d'un Américain, avec une pensée un peu atlantiste. Il est israélien, il vient d'Israël. Là, j'ai pris Emmanuel Todd, qui est un Français, qui est un peu le concurrent, je trouve, sur beaucoup de choses de Soral. C'est un peu le Soral sympa, qui fait pas de vagues. C'est le Soral institutionnel, tu vois. Donc, le gars, il fait des études, etc. Machin. Donc, lui, pareil, c'est écrit assez gros, on va pas se mentir. Et il doit faire aussi 500 pages, je crois, il me semble lui aussi. Donc là, on va essayer d'avaler 1000 pages. Ouais, 600 pages, il fait. On va essayer d'avaler 1000 pages, après 1150, 1100 pages sur cette. Parce que là, il me reste après sur le mois d'août. Et du coup, voilà, ça, j'espère que ça va m'aider à alimenter la partie 1, le chapitre 1 de la partie 2 de mon livre. Et je pense qu'on est bon. Hein. Donc voilà, c'était un peu mes réflexions. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu, comment je parle, etc. Voilà. Prenez soin de vous. Bisous.